Essayer est un instinct. Un chômeur qui fait rien de l'année, qui reste tous les jours chez lui à regarder la télé, à scroller Instagram et à se faire livrer tous ses plats, eh bien, il est en train d'apprendre en fait. Son système intègre et enregistre tout ce qu'il consomme. Un moine bouddhiste qui fait rien de sa journée et qui fait que méditer, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend justement à être dans cet état de non-action. Quand il s'agit de l'apprentissage, personne ne doit rentrer dans votre esprit. Vous devez rester le maître de votre pensée. Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast qui va porter aujourd'hui sur tout ce que j'ai appris sur l'éducation et l'apprentissage. Dans le précédent épisode, on a parlé de la transmission et je voulais enchaîner sur le sujet de l'apprentissage pour rester un petit peu en cohérence et surtout parce que c'est les deux sujets qui se complètent, qui s'équilibrent et qui me font me sentir utile lorsque j'en parle. J'ai remarqué autour de moi que la plupart des personnes qui étaient épanouies dans leur job, dans leur situation professionnelle, c'était les personnes qui avaient l'opportunité d'apprendre tous les jours. Il y avait d'autres facteurs forcément, mais celui qui revient le plus, le facteur commun, c'est vraiment ça. C'est le fait que les personnes peuvent apprendre chaque jour de nouvelles choses et se sentent à l'aise dans ça. Pour commencer, j'aimerais introduire cet épisode en parlant de la confusion, de l'idée reçue qu'on a tous sur l'apprentissage et l'éducation. La plupart d'entre nous pensons que quand on apprend, c'est quand on est à l'école. Quand on apprend, c'est quand on fait une formation, quand un prof est en train de nous transmettre quelque chose. Et on pense que l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de scolaire et que l'école est fait pour ça. Mais en réalité, on oublie un truc, c'est que l'éducation dans les pays, c'est pas la cause du haut niveau de vie, mais ça va plutôt être la conséquence. C'est-à-dire que dans notre inconscient collectif, on pense que c'est parce qu'on a de grandes écoles et qu'on a de grandes organisations éducatives et qu'on a une école de la République qu'on a un vrai niveau de vie et qu'en fait on est un pays développé et qu'on arrive à avoir une croissance dans notre pays. Mais en réalité, il a été démontré. Si je retrouve les études, je vous les mettrai en description, que c'est l'inverse qui est vrai. C'est quand un pays est arrivé à créer un haut niveau de vie pour sa population qu'il peut se permettre de leur donner de l'éducation et de faire en sorte comme ça que chacun ait accès à l'apprentissage et au savoir. Donc ça reste vrai à une échelle collective. Ça veut dire que collectivement, c'est parce qu'on a un haut niveau de vie et qu'on a une condition d'existence qui est agréable, qui est facile, que l'on a la possibilité de donner de l'éducation, de créer des structures où on apprend des choses. Donc en fait, comprendre ça, ça nous permet de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est pas ces structures-là, donc à l'école, etc., dans lesquelles on apprend réellement, mais ce qui se passe, c'est que l'apprentissage, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est-à-dire que apprendre, c'est un instinct au même titre que l'instinct de la faim et de la soif. Notre cerveau, notre corps, notre système est fait pour constamment apprendre autour de lui, résoudre des problèmes et apprendre en fait. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on est tout le temps, sans cesse en train d'apprendre, quoi qu'on fasse. Et même lorsqu'on fait rien d'ailleurs. Si on prend un chômeur qui fait rien de l'année, qui reste tous les jours chez lui à regarder la télé, à scroller Instagram et à se faire livrer tous ses plats, eh bien, il est en train d'apprendre en fait. Son système intègre et enregistre tout ce qu'il consomme, même si c'est du divertissement, et il s'optimise, entre guillemets, à être efficace dans ces tâches-là, dans ces tâches de manger en étant sur le canapé et être dans un état optimal pour regarder la télé, scroller Instagram et ne rien faire de sa journée. Et à l'autre extrême, si on prend par exemple un moine bouddhiste qui fait rien de sa journée et qui fait que méditer, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend justement à être dans cet état de non-action dans lequel son mental est centré vers une chose à la fois. Et ce qu'il fait, c'est un entraînement. Il apprend réellement, même s'il fait rien, il apprend à ne rien faire. Il apprend à son corps à ressentir au lieu de penser. Il apprend à rester dans cet état de relaxation et de calme intérieur. Ce sera d'ailleurs le sujet d'un tout ce que j'ai appris sur la méditation et sur le développement personnel. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est qu'on est sans cesse en train d'apprendre des choses et que c'est un instinct naturel d'apprendre. Donc, ce qu'il faut faire en réalité, c'est se débarrasser de tout ce qu'on a pu intégrer à l'école, de se déséduquer, de ne pas s'éduquer. C'est un petit peu contradictoire, surtout par rapport à tous les sujets dont je parle sur la chaîne, et de l'importance qu'est le fait de s'auto-éduquer. Mais en fait, ce qui est important, c'est de s'auto-éduquer et ne pas se laisser éduquer par l'extérieur, entre guillemets. Et surtout pas par ceux qui veulent vous apprendre à apprendre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus insensée qui existe, parce que on peut pas apprendre à apprendre tout simplement parce qu'on ne peut pas apprendre à marcher, à manger, etc.
À la limite, lorsqu'on veut apprendre à marcher, c'est plus on va désapprendre tous les mauvais automatismes qu'on a acquis tout au long de notre expérience physique et qui vont faire que par peur d'avoir mal, on va essayer de boitiller un petit peu comme ça et on aura intégré cet automatisme. Mais en réalité, on n'apprend pas à marcher, on désapprend à marcher pour mieux marcher. Et bien en fait, pour l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Personne ne doit vous apprendre à apprendre. Par contre, ce que vous devez faire, c'est désapprendre tous les schémas qui vous ont été intégrés par l'extérieur, donc par la société, que ce soit par vos parents, par l'école, etc. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas écouter les gens, etc. Qu'il faut faire que ce qui vous chante à vous. Non, je suis en train de vous dire que quand il s'agit de l'apprentissage, personne ne doit rentrer dans votre esprit. Vous devez rester le maître de votre pensée. Et gardez en tête que les choses qui ont le plus d'impact sur nous à l'école, à part quelques exceptions, c'est plus des freins qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que à l'école, on va apprendre l'histoire, on va apprendre les mathématiques, etc. de manière comme ça très compartimentée. Et notre cerveau déjà va pas naturellement faire des liens entre tout ça. Pour lui, la matière, c'est les maths, la physique, l'histoire. Donc quand je suis en histoire, géographie, je ne fais que ça, j'apprends ça et j'essaie de retenir pour un but donné. Et c'est ça qu'on a appris à l'école, c'est d'apprendre en fait dans un but extérieur, dans le but d'avoir une bonne note, dans le but de le retenir pour plus tard. Et tout ça, ça engrange, sans qu'on en ait conscience, de l'anxiété et du stress. Et ça vient freiner notre capacité naturelle à simplement évoluer dans notre environnement et à résoudre les problèmes qui lui sont inhérents. Parce qu'en réalité, notre cerveau, il est fait pour ça en fait. Il est fait pour comprendre la situation qui est autour de lui et résoudre les problèmes qui se présentent à lui. À l'époque, ça a été comment décrocher cette pomme de cet arbre, comment chasser ce bison. Et ensuite, il y a eu toutes les problématiques liées à l'environnement social qui se sont installées. Et donc, on a dû faire face à des problèmes un peu plus complexes, des problèmes relationnels, sociaux, etc. Mais concrètement, notre cerveau, il est fait pour résoudre des problèmes et comprendre des situations. Et le point commun dans tout ça, c'est le sens en fait. Dans la nature, aucune créature n'apprend dans un but autre que la survie et que elle-même. Dans la nature, depuis toujours, nos ancêtres les plus anciens, qui sont aujourd'hui considérés comme étant des bactéries, eh bien les bactéries, il y a de ça des milliards d'années sur Terre, elles étaient organisées en réseaux. Et ces réseaux de bactéries-là, elles apprenaient ensemble et elles apprenaient selon une méthode. Et c'est cette méthode-là qui va être observée partout par la suite chez toutes les créatures, toutes les espèces, y compris l'homme. Cette méthode-là, c'est l'essai-erreur. Ces bactéries en question-là devaient survivre, devaient trouver des ressources. Donc pour pouvoir se développer et se reproduire, elles devaient explorer, trouver des ressources. Donc pour explorer, elles devaient essayer plusieurs endroits, plusieurs environnements et en fait retenir quels étaient les environnements qu'il fallait pas explorer, qui n'avaient aucun avantage et se rappeler des explorations qui étaient riches en ressources et qui pouvaient leur permettre de passer à un état supérieur dans la survie de leur espèce. Et en réalité, cet instinct-là qui est ancestral, il est prépondérant dans notre manière de fonctionner. Et le fait de s'en rendre compte va à la fois nous relâcher, nous apaiser par rapport à toutes les volontés de perfectionnisme, de devoir apprendre quelque chose par cœur, etc. Mais plutôt simplement trouver un moyen, une discipline dans laquelle on peut simplement s'adonner à l'essai-erreur. Et en réalité, c'est ce qu'on observe chez toutes les personnes qui vont très loin dans un domaine donné. Eh bien, c'est des personnes qui ont pu passer énormément de temps à essayer et à essayer. Donc pour revenir à la résolution de problèmes, qui est donc le point central de notre cerveau, parce que bon, la mémoire en réalité elle peut se travailler aussi, mais c'est quelque chose qui est toujours lié à un sens en fait. On ne peut pas apprendre par cœur quelque chose, indéfiniment en tout cas, sans y avoir un sens dedans. Et pourquoi il y a un sens à quelque chose? C'est quand il y a un problème en fait, quand il y a un problème à résoudre. Soit lorsque notre survie est en jeu, soit lorsque on doit pouvoir se reproduire, et donc ça fait appel à des problématiques sociales dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est en ça que trouver un sens à ce que vous faites, à ce que vous êtes en train d'apprendre est en réalité la chose la plus importante. Dans tout ce que vous rencontrez dans votre vie, dans tous les challenges que vous avez, dites-vous que lorsque vous arrivez à formuler le sens de la problématique dans le sujet dans lequel vous êtes, par exemple vous devez faire une présentation au boulot et en fait cette présentation elle vous passionne pas vraiment, il tiendra qu'à vous de trouver en fait le sens de ce qui pourrait vous intéresser là-dedans et de faire des liens avec des choses qui ont de l'importance pour vous, pour lesquelles vous portez de l'intérêt. Et donc ça nous amène en fait à un autre point qui est l'outil qui, lorsqu'on le maîtrise, au départ c'est pas évident lorsqu'on n'y est pas habitué, d'ailleurs malheureusement c'est pas vraiment à l'école qu'on apprend ça, cet outil-là c'est de s'approprier
les choses au lieu de chercher à apprendre par cœur en fait. S'approprier les choses, c'est quoi? C'est simplement en fait à chaque fois qu'une nouvelle information, une nouvelle expérience vous a été présentée, que vous avez vécu une nouvelle leçon, etc., quelque chose de nouveau, le but c'est vraiment d'incarner ce que vous venez d'apprendre et d'en être le maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait vous devez reformuler l'expérience en question, que ce soit un livre, que ce soit une conférence que vous ayez regardée, une personne que vous avez rencontrée qui vous a marqué, qui vous a fait vous poser beaucoup de questions, qui a fait bouger des choses en vous, des choses désagréables ou agréables d'ailleurs. Le fait de reformuler régulièrement des choses avec vos propres termes, avec vos propres mots, ça aura une puissance infinie parce que au lieu de simplement être passif dans votre apprentissage, ce qui va vraiment vous faire passer des plateaux, des levels dans votre compréhension du monde, dans les disciplines que vous exercez, ça peut être des disciplines manuelles, intellectuelles, créatives, peu importe. À partir du moment où vous reformulez les choses, et je vais vous donner les deux outils qui permettent de le faire très facilement, à partir du moment où vous reformulez avec vos propres mots, vos propres émotions, votre propre compréhension des choses, ce qui se passe, c'est que vous passez le filtre de votre perception à travers ce que vous venez de voir. Et que ce que vous venez d'expérimenter ne va pas simplement se refléter sur vous et sur votre filtre, mais en fait il va le traverser et vous allez pouvoir le réutiliser pour la suite. Et c'est là que réellement un vrai apprentissage va avoir lieu. Alors ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes font déjà naturellement, et d'ailleurs tout le monde le fait déjà plus ou moins, mais il se trouve que plus les personnes vont avoir tendance à s'approprier les choses et à reformuler tout ce qu'elles apprennent et tout ce qu'elles expérimentent, et plus elles auront de chances de développer une capacité à apprendre rapidement et à monter les levels très rapidement. Donc quels sont les deux outils pour pouvoir reformuler ça? Le premier, c'est tout simplement l'écriture. C'est aussi simple que ça. On a une bénédiction, on a une chance qui est que notre espèce a découvert le langage puis l'écriture, d'ailleurs grâce à la comptabilité. C'est-à-dire que nos ancêtres mésopotamiens faisaient du commerce, déjà échangeaient des biens et des services, donc grâce au langage, mais ils faisaient face à un problème qui était celui de devoir stocker, de devoir comptabiliser les marchandises qui n'avaient pas été vendues. C'est là que l'écriture, selon la majorité des historiens, est née. Et donc, c'est pour moi l'outil principal qui nous permet de devenir littéralement plus intelligent. Parce que c'est comme si on externalisait notre pensée. Et c'est également aussi un moyen d'exprimer plein de choses, en fait. De pouvoir concrétiser ce qui se passe à l'intérieur de nous et derrière de pouvoir l'observer. Donc de voir ce qu'on est en train de penser. Et donc ça, c'est quelque chose de très méditatif. Il y a plein d'études qui ont été faites sur les bienfaits de tenir un journal, d'écrire ses pensées. En tout cas, voilà, pour moi, c'est l'outil premier que j'utilise le plus, à peu près tous les jours. Et un outil qui est lié aussi, c'est le fait de prendre des notes, mais sous forme de schéma. Pourquoi sous forme de schéma? Tout simplement parce que les schémas, c'est pas quelque chose de linéaire. Comparé à l'écriture, qui, à chaque fois qu'on écrit, on a tendance à écrire un mot, puis un autre, puis de succéder, de faire une succession de mots pour faire des phrases, et d'enchaîner les phrases pour faire des paragraphes, etc. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans le fait de reformuler ces idées à travers un schéma, c'est d'avoir vraiment une vision, justement, imagée et visuelle de notre pensée, et de pouvoir formuler des idées différentes de ce qu'on aurait pu avoir si simplement on s'était contenté de juste reformuler de manière linéaire, quoi. Mais écrire, pour moi, reste quand même quelque chose de très puissant. Il y a certaines personnes qui pensent que, en réalité, c'est le vocabulaire et c'est les mots qui fabriquent notre pensée et notre raisonnement, plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas les pensées qui vont créer les mots, puis l'écriture, etc. Non, en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est parce que on a le langage qu'on a la capacité de raisonner, de pouvoir avoir des réflexions et de penser de manière rationnelle, quoi. C'est un outil qu'on a pu développer pour justement externaliser notre pensée, notre imagination. Pour clôturer ce passage-là sur le fait d'incarner, de s'approprier ces apprentissages, j'aimerais citer une phrase qui me plaît beaucoup, c'est « Les artistes copient et les génies volent ». On a tendance à penser que les artistes sont juste des personnes qui créent comme ça des choses de nulle part, du fin fond du vide stellaire. On a une œuvre artistique qui est née comme ça. En fait, non. Les artistes copient, tout simplement. Et ils deviennent très bons dans ce qu'ils font à force de copier et de pouvoir créer par la suite eux-mêmes leur propre voix. Mais ça, c'est un autre sujet. Et derrière, les génies volent. En réalité, c'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose de beau, quelque chose d'intelligent, que vous n'êtes pas en capacité de vous l'approprier, de vous le reformuler avec ce qui vous paraît être plus intéressant, parce que votre life, votre vie est particulière, vos expériences sont uniques, et c'est ça qui va faire la vraie richesse de ce que vous pouvez produire, de ce que vous pouvez apporter aux gens. Un autre point que je voulais aborder, qui est en lien avec l'essai-erreur, c'est le concept du point de bascule et de l'apprentissage par plateau. C'est une idée qui est contre-intuitive, mais qui est très relaxante,
qui est déculpabilisante, parce que dans nos parcours, quels qu'ils soient, eh bien, on a tendance à croire qu'on évolue de manière droite, de manière constante. Et que, par exemple, lorsqu'on s'entraîne à jouer du piano, on imagine au départ qu'on va progresser de manière constante et que ça va être très passionnant pendant tout le long du chemin. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que notre manière d'évoluer et d'apprendre, notre manière naturelle, et qui se retrouve d'ailleurs dans plein de processus biologiques, c'est-à-dire que pendant un très long moment, un système donné va évoluer, mais de manière très faible. Il va garder son état actuel sans avoir de vrais changements visibles. Et par moment, d'un coup, il va changer totalement sa structure et il va adopter une nouvelle configuration. Et c'est en fait ce plateau-là, cette croissance fulgurante qui nous fait passer à un nouveau cap, un nouveau plateau. Et ensuite, ce sera le temps d'une autre période de plateau dans laquelle on va encore une fois apprendre, mais sans s'en rendre compte. C'est en gros un concept qui vient de la thermodynamique, qui est même observé en biologie. En réalité, les choses évoluent très peu de manière linéaire et constante, mais plutôt par plateau. Et ça fait en fait sens lorsqu'on lit ça à la méthode d'essai et erreur, parce que lorsqu'on essaye, lorsqu'on apprend, on essaye plein de choses, mais en réalité, en fait, pendant tout ce temps, tout ce qu'on fait, c'est qu'on échoue. C'est peu motivant pour nous, mais on continue quand même. On essaye, et d'un coup, on va trouver la bonne manière de faire. Là, on saura comment faire pour être meilleur, et ensuite on va réessayer à nouveau de nouvelles choses. Et pendant ces longues périodes où il se passe pas grand chose, en réalité on avance quand même, parce que à chaque erreur, on sait que c'est pas par là qu'il faut aller, quoi. Ça me fait beaucoup penser à un explorateur des fonds marins qui avait adopté la stratégie suivante, qui était de prendre tous les moyens d'explorer les fonds marins et de partir à la recherche d'épaves, d'anciens trésors perdus. Et donc ce qu'il faisait, c'est qu'il a cartographié à peu près le fond de l'océan, et à chaque fois il explorait un carré du fond marin, un carré de l'océan, et il y revenait. Et donc pendant très longtemps, les gens l'ont pris un peu pour un fou parce qu'il perdait beaucoup de temps, d'énergie. Il savait pas vraiment ce qu'il recherchait. Mais comme il était sûr que en fait, il allait finir par trouver des choses, parce que on sait qu'il y a eu des civilisations avant nous qui ont vécu, etc., et qu'on n'a pas beaucoup de traces d'elles, surtout des civilisations qui se sont beaucoup déplacées sur les océans, eh bien, forcément, on devrait retrouver des restes, des vestiges au fond des océans. Il le savait, il en était sûr, mais il y avait très faible chance qu'il le trouve à ce moment-là. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'essayait et qu'il revenait bredouille pendant des mois et des mois. Mais le jour où il a trouvé des vestiges, eh bien là, il est devenu extrêmement riche, parce que il a trouvé ce que personne d'autre avait trouvé en explorant son milieu à lui, en ayant la confiance en le fait qu'il finira par trouver. Cet exemple-là, pour moi, il est parlant, parce que il inspire un petit peu tous nos moments de stagnation dans lesquels on est peu motivé et dans lesquels on est poussé à abandonner, en fait. Alors que c'est dans ces moments-là où on est prêt à abandonner, c'est dans ces moments-là où le plateau devient interminable, que la plupart du temps, la trouvaille du trésor, elle est proche, en fait. Et donc, garder ça en tête peut vraiment nous permettre de retrouver de la motivation et du plaisir à la tâche. Le dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'idée selon laquelle notre manière de fonctionner est très liée à nos relations sociales, et qu'en fait on apprend en regardant les autres faire plutôt qu'en écoutant quelqu'un nous dire de faire quelque chose. Et ça aussi c'est un instinct. Apprendre par mimétisme, parce que chez toutes les espèces, l'apprentissage par mimétisme est en fait quelque chose d'inné. C'est quelque chose d'installé en nous. Une expérience qui est assez marrante à ce sujet, c'est l'expérience sur les pigeons qui, dans un laboratoire, avaient été nourris de manière aléatoire. Donc c'est-à-dire qu'on leur donnait à manger, mais au hasard, quoi, sans période régulière. Et il se trouve que les pigeons essayaient plein de choses. Ils essayaient plein de comportements, plein de danses pour pouvoir avoir la bouffe. Et à partir du moment où ils avaient reçu la nourriture, eh bien, ils retenaient la danse qu'ils avaient fait auparavant, tout simplement parce qu'ils l'avaient associée à l'arrivée de la nourriture. Et c'est même pas ça le plus drôle, c'est que on a observé que lorsqu'on mettait ce pigeon-là avec d'autres de ses congénères, eh bien, ses congénères aussi adoptaient la même danse pour pouvoir attendre la nourriture. On voyait ses congénères faire exactement les mêmes mouvements en attendant que la bouffe leur vienne, alors qu'en réalité, la nourriture leur a été donnée de manière totalement aléatoire. Et donc ça nous montre vraiment que notre apprentissage par mimétisme, c'est quelque chose d'instinctif. Et du coup, à quoi ça nous sert ? À quoi ça peut nous servir dans notre évolution personnelle ? Eh bien, ça nous permet de nous rappeler que, déjà, toutes les personnes que l'on fréquente, la phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes de notre entourage, c'est pas juste un adage de développement personnel anglo-saxon, c'est vraiment une réalité scientifique.
par mimétisme, sans qu'on le veuille. On aura beau être la personne la plus introvertie, la plus indépendante du monde, on est influencé, qu'on le veuille ou non, par les comportements et par les discours des gens qui sont autour de nous. Et qu'en réalité, le fait d'éclairer un petit peu ça de conscience, et d'éclairer un petit peu cet instinct-là d'une volonté consciente de choisir les personnes que l'on veut observer pour vraiment apprendre, c'est simple en fait. La plupart des personnes qui influencent notre manière de parler, notre manière de réfléchir, c'est des personnes en fait qu'on écoute, qu'on aime écouter, qu'on aime regarder. Donc c'est important de bien garder en tête que les personnes que vous voyez, que vous regardez, que vous lisez, que vous côtoyez, que vous le vouliez ou non, vont vous influencer. C'est d'autant plus vrai que si vous regardez, vous êtes fan d'un humoriste et que vous le regardez tout le temps, il y a de grandes chances que vous parliez comme lui. Et d'un autre côté aussi, si voilà, vous regardez une télé-réalité ou une personne sur YouTube que vous méprisez, mais que vous la regardez justement parce que vous la méprisez, qu'elle vous fait sentir un petit peu meilleur, bien en fait, sans le vouloir, vous allez adopter sa manière de voir les choses, sa manière de parler. Et donc, c'est important de garder ça en tête, donc l'apprentissage par mimétisme, de le tourner à son avantage, de se l'approprier pour avoir le choix et le contrôle sur ce qu'on intègre, sur ce qu'on apprend. Voilà tout les amis, voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à l'apprentissage, tout ce que j'en ai appris justement. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si ce genre d'épisode vous intéresse. Et voilà, donc pour résumer, ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que voilà, apprendre, on a besoin de personne pour ça, c'est un instinct, qu'en fait cet instinct, il est composé de plusieurs choses, il est composé de l'instinct d'essai-erreur. Essayer réellement un instinct qui n'est pas à apprendre par définition, et si c'est pas à apprendre, eh bien, il s'agit plutôt de désapprendre et d'être conscient de tous les filtres et toutes les couches d'oignons appelées pour pouvoir retrouver une capacité pleine à apprendre et à évoluer dans son environnement et dans son intérieur. Voilà tous les amis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.